10 000 codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. À travers une jeunesse accompagnée par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10 000 codeurs. 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Et si cette jeunesse était accompagnée dans les métiers du numérique, l'Afrique deviendrait le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Ce soir, 3e mardi du mois, branding. Thème, pas de marque sans process. Avec nos experts Pinchasa. Ne soyez pas les premiers, soyez uniques et soyez empathiques. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir à nouveau le duo de choc Pinchasa. La grande sœur Laetitia Massa, directrice générale de Pinchasa. RDC. Le grand frère Maxime Doro est avec nous, directeur administratif et financier Pinchasa. Pinchasa, ne soyez pas les premiers, soyez uniques, soyez empathiques. Pour une jeunesse qui entreprend, pour une jeunesse ambitieuse, pour une jeunesse connaissant les réalités de l'entreprise, pour une jeunesse saisissant les opportunités du numérique, pour une jeunesse prête à faire de l'Afrique le poumon de l'industrie mondiale du numérique, 10 000 codeurs, 3e mardi du mois, avec les experts de Pinchasa. Briser les idées reçues, proposer une nouvelle voie à la jeunesse. Ça se passe avec 10 000 codeurs tous les soirs 20h. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. Gadi Sinyanzima est étudiant en ingénierie électrique et système embarqué. Je suis d'origine burundaise et je suis en Tunisie depuis 5 ans où je suis venu pour faire mes études. Le manque d'infrastructures routières en Afrique est un problème majeur qui cause jusqu'à plus de 500 000 femmes qui meurent chaque année au cours de l'accouchement, mais aussi plus de 2,9 millions d'enfants qui n'ont pas accès aux produits médicaux essentiels. C'est pour cela que nous avons proposé l'utilisation des drones pour effectuer la livraison de matériel médical et ainsi résoudre ces différentes problématiques. Grâce à Hôte et son système de livraison par drone, le médecin va pouvoir bénéficier des produits médicaux dans les meilleurs délais. L'ouverture de l'écosystème entrepreneurial ici en Tunisie m'a encouragé aussi à lancer ce projet ici en Tunisie et pas ailleurs dans un autre pays. Grâce au programme Promise Tunisia, nous avons pu bénéficier de notre prélabel Startup Act qui nous a permis de passer à la création de l'entreprise, mais aussi effectuer une levée de fonds. Le bootcamp nous a permis non seulement de mieux structurer notre projet, mais aussi de pouvoir passer à la création de notre projet et élaborer une proposition de valeur adéquate. Les perks de Promise Tunisia nous ont permis de pouvoir améliorer notre projet à travers le graphic design, la charte graphique, le site web et l'amélioration du logo. Avec le mentor, nous apprenons à mieux convaincre les investisseurs à venir investir dans notre startup Hôte, mais aussi à mettre en avant notre projet à travers la différenciation par rapport aux autres. Après avoir eu l'accord des institutions de la santé burundaise, nous sommes en train de mettre en place le processus d'installation du projet Hôte au Burundi, à travers la création de notre entreprise offshore ici en Tunisie.
Il est d'origine burundaise. Il est basé en Tunisie. Et vous le voyez, il est porteur du projet Wote. Vous avez vu, originaire du Burundi. Il vit en Tunisie. Il a créé en Tunisie une société. Et il va créer sa société au Burundi. Il a une marque, Wote. Vous avez vu, il est sur un positionnement. On achemine effectivement des produits médicaux à travers les drones. Il a une marque, il a un logo, mais est-ce qu'il sera unique? Il n'est pas le seul à vouloir faire ce qu'il veut faire, à vouloir acheminer des médicaments via les drones. Ils sont nombreux, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir Wote? Il va falloir qu'il travaille son branding, il va falloir qu'il soit unique, il va falloir qu'il soit empathique. Bonsoir, je suis Douglas Mbiandou, président de l'association 10 000 codeurs. J'ai 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle en informatique. J'ai choisi de donner du sens à ma carrière en devenant un repère pour la jeunesse africaine. Et j'ai choisi de mettre en valeur des entrepreneurs comme notre ami du Burundi qui est en Tunisie dans un incubateur spécialisé pour les migrants, Koufania, je salue nos amis, et il a été validé, le Startup Act, et donc aujourd'hui, il est reconnu sur le sol tunisien, et donc il a une entreprise, et là, c'est extraordinaire. Et nous sommes dans un webinaire branding, un webinaire qui va servir à cet entrepreneur comme à d'autres entrepreneurs du continent qui ne veulent pas seulement exister, mais qui veulent devenir uniques, et nous avons avec nous des experts qui se positionnent pour permettre aux marques de devenir le Apple de leur secteur. Alors attention, avec Pinchasa, la 7e, attention, ils sont avec nous. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Coucou, coucou. Bonjour, Welcome, bonjour. Laetitia. Bonsoir. Welcome, Maxime. Vous êtes les bienvenus, comme d'habitude, Merci. dans ce webinaire branding. Alors, quel est le menu de ce jour? Ah, ben, j'ai partagé mon écran. Je ne sais pas s'il se voit. Le Oui. menu de ce jour, c'est pas de marque sans process. Pas de marque sans process. Alors, on n'a eu pas de marque sans logo. On n'a eu pas de marque sans identité visuelle. Et là, on travaille avec pas de marque sans process. Exactement. Exactement. Alors, pas de marque sans logo, pas de marque sans unicité, pas de marque sans identité visuelle. Ce sont des concepts qui sont assez faciles à lier les uns aux autres. Ouais. Mais il y a une chose qu'on a remarquée, Oui. en particulier dans la communauté, et qui nous a fait ajouter à notre panel de services Oui. la notion de process. OK. Les process ont un lien direct avec une marque, une grande marque, une marque forte, une marque qui devient petit à petit le Apple de son secteur. De son secteur. Et on s'est dit ce serait vraiment dommage que les téléspectateurs de 10 000 codeurs ne soient pas au courant. OK. Parce qu'on est vraiment à côté de quelque chose. Donc, il y a vraiment ce côté procédure, process. Il faut mettre en place des process. Alors, je pense que vous allez tout nous dire. Moi, je vous laisse le micro. On va tout vous dire, effectivement. Alors, la première chose, c'est évidemment de vous rappeler ce que c'est Pinchasa, parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Le Évidemment, BX. Moi, j'ai découvert avec vous la notion de BX. Effectivement, Pinchasa fait quelque chose qui est unique sur le sol africain, mais aussi unique ou presque unique dans le monde entier. En tout cas, ce qui est unique, c'est la manière dont Pinchasa procède. Énormément de process, énormément de méthodologie, énormément de technologie, mais énormément aussi de pédagogie. Et donc, évidemment, un webinaire, ça fait totalement partie de ce que nous avons l'habitude d'offrir. Et donc, Pinchasa, c'est quoi? C'est une BX Design Agency. Ça a l'air d'être un gros mot comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Une BX Design Agency, c'est quoi? C'est une agence, c'est ce que nous sommes, qui aide les entreprises et les institutions, pour autant qu'elles aient l'ambition de devenir le Apple de leur secteur, à faire quoi? À concevoir une expérience de marque qui soit, comme tu l'as dit,
unique, d'une part, et enchanteresse. Pour qu'elle soit unique et enchanteresse, il faut évidemment développer de l'empathie que vous voyez ici dans notre petit stamp qu'on affiche maintenant. Et donc, quel est l'intérêt d'avoir une marque, une expérience de marque? C'est, ça je vous dis directement, c'est le ROI, c'est en fait d'acquérir plus de clients qui coûtent moins cher à acquérir puisqu'on sait exactement qui ils sont et ce qu'ils veulent et qu'ils n'ont pas par ailleurs. Puisqu'on est unique, on remplit un problème qui n'est pas rempli par ailleurs. Oui. Ces clients-là, ils sont ravis de payer nos produits plus cher. Même le jour où il y aura des copycats, ils seront ravis de continuer à payer chez nous. Oui. Ils achètent plus souvent, donc ils achètent plus régulièrement, on va dire. Et surtout, ils restent clients beaucoup plus longtemps. Et quand vous avez ces 5 éléments-là, alors vous êtes sûr qu'a priori, vous êtes parti pour un succès long et très, très long. Et c'est comme ça, en fait, que Apple est devenu Apple sans entrer dans les détails. Alors, l'équation maintenant derrière le BX, et ça, c'est tout nouveau, donc accroche-toi, Douglas, accrochez-vous tous. L'équation derrière la brand experience, donc l'expérience de marque, elle est très simple. On l'a modélisée chez Pinchasa, puisqu'on modélise beaucoup de choses. On l'a modélisée comment? On vous a dit d'un côté, il faut une expérience enchanteresse, de l'autre côté, il faut de l'unicité. Alors, l'équation, c'est quoi? C'est le CX, donc la Customer Experience, l'expérience client. Le UX, c'est l'expérience utilisateur à un point de contact. Il faut voir les précédents webinaires pour s'en souvenir. Et le EX, l'expérience collaborateur, l'expérience employé, l'expérience fournisseur. Vous multipliez chacun de ces éléments et ensuite, vous faites exposant unicité. Et là, vous avez une brand experience. Et c'est là que se trouve la clé du succès des entreprises comme Apple, mais je pourrais aussi dire Disney, je pourrais aussi dire Netflix, je pourrais aussi dire Lego. Et il y en a, et Tupperware, j'en cite. Tout à fait, oui. L'équation, elle est là, elle existe, c'est juste que très peu la connaissent. Oui. Aucune agence l'a modélisée comme on la modélise, mais nous, on veut rendre les choses accessibles au plus grand nombre. Donc, c'est pour ça qu'on l'a modélisée. Mais une fois qu'on a compris cette équation, il y a beaucoup de choses qui deviennent plus claires. Oui. OK? Super. Ça, c'était pour la petite explication de ce que c'est le BX et ce que fait Pinchasa. C'est aider les gens, les entreprises ambitieuses et les institutions ambitieuses à résoudre cette équation et à mettre les bonnes choses dans les bonnes cases pour avoir une expérience, une brand experience tellement extraordinaire qu'ils deviennent le Apple de leur secteur. Super. Waouh. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Qui veut augmenter son chiffre d'affaires ici? Est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent déjà Douglas, est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent qui peuvent nous dire s'ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires? Vous pouvez répondre évidemment dans les commentaires. Mais pourquoi tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, Douglas? Ah, ça dit que moi, au début, je voyais bas, mais maintenant, j'ai des objectifs. J'ai des objectifs d'une année sur l'autre. Je veux faire 20% de plus, 15% de plus, et pourquoi pas plus. Parce que dans le business, si tu ne grandis pas, tu stagnes. Et puis, les autres arrivent. Voilà. Exactement. Tout à fait. Donc, tout le monde veut, en gros, augmenter son chiffre d'affaires. Et si je te disais que tu pourrais augmenter ton chiffre d'affaires de 23%, et pour ça, il y a une recette. Qu'est-ce que tu répondrais? On a entendu 15%, on a entendu 20%, moi je te dis 23%. Qu'est-ce que tu dirais? Non, moi je dis oui, hein. Moi je dis oui. Moi je dis oui. Hervé Marie qui, elle aussi, veut augmenter de 23%. Ah oui, 23%. Moi j'ai dit 15 ou 20. Tu vois, tu me sors 23. Moi je te dis oui. 23. C'est pas nous qui décidons des chiffres. Hein. Ce sont des chiffres, des statistiques qui existent et qui révèlent en fait que 23% d'augmentation de chiffre d'affaires, c'est la conséquence d'une représentation consistante. Donc, les visuels, les discours, etc., à travers toutes les plateformes où une même marque s'expose, d'une manière ou d'une autre. Donc, nous, chez Pinchasa, on appelle ça des points de contact. Mais si partout où une même marque s'exprime, se montre visuellement, réagit ou quoi que ce soit, elle est consistante, rien que ça,
augmente son chiffre d'affaires de 23%. C'est Ok. fou, hein? Vous pouvez faire la même chose, mais si vous êtes consistant partout, ça a pour effet d'augmenter votre chiffre d'affaires de cette proportion-là. Chaque année. C'est une moyenne, évidemment. C'est une moyenne, oui. Mais donc, quand tu dis chaque année, oui et non. C'est-à-dire oui et non. Oui. Tu décides d'être consistant partout. Tout à fait. C'est l'année où tu vas voir la différence. Si tu continues à être consistant partout, tu dois te dire l'année d'après, mon chiffre d'affaires est X. Si je n'avais pas continué à être consistant, j'aurais eu 23% de moins. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Ok. Mais la réalité, elle est là. Les entreprises qui sont consistantes, rien que du fait de cette consistance, génèrent généralement 23% de plus sur leur chiffre d'affaires. D'accord? Donc ça, c'est une donnée que beaucoup de gens ignorent. Ouais. Et c'est une donnée pourtant qui nous révèle une chose, c'est que la clé du succès, c'est la consistance. Alors pourquoi la consistance? Parce que c'est facile à dire, hein, des mots comme ça. Il se trouve qu'il y a des raisons pour lesquelles c'est la consistance qu'il faut absolument avoir. Et Maxime, je te rends la parole par rapport au pourquoi. Tout à fait. Alors, on va se projeter dans un cas que tout le monde a sans doute déjà connu. Quand vous rentrez en contact pour la première fois avec une organisation, une entreprise, une institution, la première fois, si on ne vous en a rien dit et que vous ne le connaissez pas du tout, vous débarquez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous devez manger, vous rentrez dans le premier restaurant venu, vous n'avez pas encore d'attente. Vous avez juste l'espoir que ça se passera bien par rapport à ce que vous avez pu observer un petit peu de loin. Ensuite, cette première visite va créer un niveau d'attente pour la fois suivante. Si vous revenez dans ce même restaurant le lendemain, si alors que la veille, vous avez été servi relativement rapidement, la nourriture était agréable, c'était bien présenté, tout était dans la norme, on va dire, un bon service, une bonne assiette, pas de plainte à formuler. Mais la fois d'après, vous avez en fait 3 cas de figure. Le premier cas, vous retrouvez exactement la même chose et là, vous avez de la consistance. C'est très bien, c'est la base. Vous savez que ce que vous avez eu un jour, vous le récupérez le lendemain. Ça, si ça vous a satisfait, vous retenterez sans doute l'expérience une 3e fois. Par contre, si, alors que la veille, tout s'était bien passé, mais que le lendemain, quand vous y retournez, vous attendez 2 fois plus de temps pour être servi, que la portion est plus petite, la viande est trop cuite, la sauce est moins fournie, etc., là, vous allez avoir une déception. Et vous ne saurez jamais si c'est la veille que vous avez eu de la chance ou aujourd'hui que vous avez eu de la malchance. En tout cas, vous savez que si vous y retournez, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Je te dis, tu ne sais pas quoi. Tu commences à avoir peur seulement. Ça crée du doute en fait. Exactement. Et le 3e cas de figure, c'est vous y retournez et c'est encore mieux. Vous êtes servi plus vite, les serveurs sont plus gentils, plus souriants, la nourriture est merveilleuse, tout est incroyable. Et ça, c'est l'enchantement, évidemment. Je te dis, c'est l'expérience utilisateur magnifique. Exactement. Et donc, là, évidemment, dans ce cas-là, les attentes ont augmenté. Quand vous retournerez une 3e fois, vous préférez être servi comme la 2e que comme la 1re. Je te dis. Et donc, il faudra, le restaurant en question aura mis la barre haut et il s'agira d'assurer. Pourquoi? Parce que c'est la consistance et la certitude d'avoir
la même chose au minimum à chaque fois, qui va créer de la confiance. Parce que vous avez confiance dans le fait que ben, si vous allez là-bas, vous serez toujours servi correctement. Et donc, vous y allez sans penser à mal, sans arrière-pensée. Et donc, vous avez confiance dans cet endroit. La confiance, c'est la base du business. Ouais. Vous ne donnez pas votre argent à quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Sauf si vous êtes forcé. Hein, tout le monde paye des taxes et toutes sortes de choses. Oui. Bon, la confiance n'est pas toujours là, mais là, on paye, mais on n'a pas le choix. Quand on a le choix, on ne va donner son argent que là où on a confiance. Et je dirais même, lorsqu'on n'a pas le choix, on paye, mais on essaie de trouver toutes les combines possibles et imaginables pour payer le moins possible. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Les taxes. Voilà, parce que le contraire dans ce cas-ci de la confiance, c'est le risque. Quel risque je prends à aller donner mon argent là-bas? Si le risque est élevé et que vous n'êtes pas sûr d'être servi correctement ou d'en avoir pour votre argent, ben, ce qui se passe, c'est qu'on va négocier. Alors bon, ok, on peut avoir ça pour 100 $ ici, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment ça? On va quand même, on va déjà dire 50, et puis on va voir où est-ce qu'on va s'entendre. Mais 100 $, pas trop chaud, pas trop chaud. Ouais, pas trop chaud. Je suis pas rassuré. En gros, je n'ai pas confiance. Ouais. Par contre, si la perception de risque est basse, et là, on peut revenir à nouveau à notre boussole. Apple, bon, on ne négocie pas les prix. On sait que c'est cher, mais on sait que ben, on en aura pour notre argent. Ah oui. Ils ont réussi à faire en sorte que ben, le prix, là, ne soit pas perçu comme un risque. Ce n'est pas un risque de donner plus de 1000 € à Apple pour un téléphone ou un ordinateur. On sait qu'il sera très bien. Et donc, quand le risque est bas, ben, les clients viennent plus facilement. Ils dépensent plus facilement, ils réfléchissent moins en dépensant. Et donc, d'ailleurs, je peux peut-être donner un exemple, l'exemple du marché. Quand vous allez au marché, vous voulez tout négocier. Je te dis. Pourquoi? Parce que l'impression est que le vendeur au marché, du jour au lendemain, il peut avoir disparu. Et que donc, si l'orange que vous avez acheté là est pourri, vous n'allez pas pouvoir revenir, le retrouver et qu'il va vous l'échanger. Donc, votre perception de risque fait que vous voulez une orange à 50 francs, vous voulez l'avoir à 10 francs. Pourquoi? Parce que vous vous dites, s'il la met lui à 50 francs, c'est peut-être qu'en fait, elle vaut 10, parce qu'en fait, je n'ai pas la garantie que toutes les oranges que j'ai achetées ont la même consistance. Je n'ai pas non plus la garantie que si je reviens, il va me l'échanger contre une autre orange qui, elle, aura la même consistance que les précédentes oranges. Et donc, sans imaginer que l'orange est pourrie, vous vous dites, on est à la bonne saison. Il vous dit, ces oranges-là, elles sont bonnes. Elles sont bonnes, elles sont sucrées, etc., etc. Et vous vous rendez compte que dans le lot, il y a des oranges qui sont hyper sûres. Vous vous dites, ah, c'est normal, je l'ai acheté au marché. Mais si vous allez chez Carrefour et qu'on vous dit orange sucrée, vous savez qu'il est marqué orange sucrée, bon, je prends. Et que tous les lots de 1000 tonnes d'oranges sucrées seront toutes les unes après les autres sucrées. Donc, si Carrefour vous dit les oranges sucrées chez moi, 1 kilo, c'est 5000 francs, et qu'au marché, on vous dit 1 kilo d'oranges sucrées, c'est 2000 francs, les gens qui n'ont pas de temps à perdre vont aller quand même chez Carrefour payer 5000 francs. Ouais. On dit c'est quand même Carrefour. C'est quand même Carrefour. Mais quand même, c'est en fait la consistance. Quand même, dans notre tête, on dit ah, consistance. Je te rends la parole, Maxime. Tout à fait. Et donc, cette consistance, maintenant que vous savez quel est le secret, quand on commence une entreprise, ben, dans bien des cas, on est un peu seul. Alors, tant qu'on est seul, ben, si on sait ce qui marche, on va le répéter, simplement. Et on va, en fait,
sans même l'avoir formulé réellement, sans doute avoir quelques process. Hein, quand un client téléphone, on va toujours commencer par bien dire bonjour, se présenter, demander comment ça va, et on sait que ça met les gens à l'aise et que ça facilite ensuite la suite de la conversation. Et donc, tant qu'on est seul, c'est assez facile d'être consistant. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'excuses de ne pas l'être. Par contre, dès que vous intégrez une personne, juste une, dans votre équipe, et qu'elle commence à faire des choses que vous faisiez, si vous lui dites juste, quand quelqu'un appelle, tu décroches, hein, et essaye d'être gentil et poli, ok. Mais évidemment, ces notions peuvent varier très fort d'une personne à l'autre. Et le bon sens commun n'est jamais commun. Et le bon sens commun n'existe pas. Alors, on a ici un exemple d'un restaurant à Kinshasa, un bon restaurant qui nous avait été recommandé, où on mangeait, où on mange très très bien. Et où on a été, et où on a été, on a constaté que c'était vraiment très très bien. Et puis, bon, on voyage, le temps passe, on y retourne un an ou deux plus tard, et là, catastrophe. Vraiment impossible d'avoir une information correcte. Et bon, c'était assez drôle parce que… C'était du piment. Oui. Dans ce plat, vous êtes sûr, il n'y a pas de piment? Non, 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 non. On ne met jamais de piment dans ce plat. Jamais. Et donc, on mange. Et bon, Laetitia est moins pimentée que moi. Hein, et bon, en mangeant, il dit, mais quand même, ça goûte le piment. Alors, bon, évidemment, moi, comme je mets de la sauce piment en plus, je ne goûtais pas le piment du plat. Je ne pouvais pas faire le même constat. On rappelle la serveuse. Non, il n'y a pas de piment, je vous assure. OK. Et puis bon, les portions étant très grandes, on part avec un petit paquet avec le reste de notre plat. Et quand le lendemain, on réchauffe ce plat, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Un gros piment, bien rouge, qui entre-temps s'était éventré et avait rendu le plat encore plus pimenté. Mais donc, pour la petite histoire, le plat était censé être sans piment. Donc, la serveuse nous avait dit sa vérité à elle, mais qui sait ce que le cuisinier de ce jour-là avait décidé de faire comme recette à lui? Ouais. C'est pour lui maintenant. C'est pas le resto, c'est lui-même, c'est sa verre, c'est sa saveur. Donc, c'était son bon sens à lui, quoi. Sa consistance dans sa tête. Ok. Et donc, c'est ce qui a provoqué un petit peu une baisse de popularité pour ce restaurant, parce que quand elle gérait ça toute seule, que c'était elle qui était au fourneau, c'était toujours sa recette partout. Une fois que ça a pris de l'ampleur, que ça a eu du succès et qu'elle a fait venir des cuisiniers, des serveurs, etc. Et que, bon, s'il y en a pour me contredire, a priori en Afrique, on n'écrit pas beaucoup les recettes. Hein, ça se fait surtout à l'œil, à la mémoire, au feeling et à ce qu'il reste dans l'armoire. Et donc, bon, la consistance, elle n'est plus là. La conséquence, si ce n'est pour parler que de nous, c'est qu'on n'y est plus jamais retourné. Plus jamais. Plus jamais. Parce que, bon, c'est déjà toute une aventure. Hein. Ce n'est pas des restaurants rapides en général. Après 1h30, tu te rends compte que tu ne peux pas manger. Tu te dis, ah, il fallait juste que j'aille chercher mon petit poulet grillé, là, c'est tout. Je te dis. Et donc, ça, c'est la première raison qui va nous amener, le premier constat qui va nous amener à la suite assez rapidement. Dès que vous grandissez, il faut sortir tout ça de votre tête. Toute manière de travailler, tout ce qui est dans votre tête n'existe pas pour les autres. Vous pouvez le dire, mais si vous le dites simplement, ça peut rester, mais ça peut aussi ne pas. L'autre cas, c'est être même seul, bousculé par les imprévus. Et là, les imprévus, en fait, sauf les cas très très graves, ça se prévoit aussi.
ça se prévoit comment? Ben, en ayant de la marge de manœuvre, simplement. Et donc, si vous, prenons encore l'exemple de la livraison, si vous commandez sur Amazon, si on vous dit dans 5 jours, en général, 3 jours plus tard, c'est là. Oui. Du coup, vous êtes content. Amazon sait que si tout se passe normalement, en 3 jours, c'est là. Ouais. Mais comme Amazon n'est pas responsable des postes belges, françaises, allemandes et autres, ils se disent, bon, 3 jours, c'est là, mais on va annoncer 5. Et ça, c'est prévoir un imprévu. Ouais. On annonce 5, et puis quand ça arrive au bout de 3, ben, les gens sont contents. Parce que la majorité des imprévus ne sont pas imprévisibles. Tout à fait. Ils arrivent simplement sans qu'on ait décidé qu'ils arrivent. Et donc perdu là, Douglas. Oui, il va et vient. Alors. Et donc là, Laetitia, tu avais un exemple à ce sujet. Non, mais clairement, et ça, c'est un exemple un peu plus féminin, j'ai envie de dire, on sort de la bouffe. Il y a eu un cas assez terrible, surtout pour la communauté africaine, parce que c'est très rare que les Africains aient accès à la télévision. Et là, il y a eu une émission sur M6 sur une vendeuse de lace. Mais c'était une émission qui consiste à aider les consommateurs lésés à pointer du doigt publiquement oui, non, il y a de ces émissions en ce moment, pointer du doigt les fournisseurs de services dont ils ne sont pas contents. Et là, une vendeuse de lace qui a un salon, etc., qui a été mise à nu, on va dire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la situation, elle est assez simple. Depuis le Covid, il y a toute une série de difficultés dans l'acheminement des matières premières. Nous, chez Pinchasa, pour notre branche pins et objets personnalisés, on l'a vu et donc on a adapté directement nos process concernant les délais de livraison, etc. Mais il se trouve que cette vendeuse-là et ce salon-là n'avaient pas adapté suffisamment ces process et donc elle s'est retrouvée dans une situation où la majorité de ses clientes ont commencé à casser du sucre sur son dos partout où elle le pouvait, jusqu'à aller à la télévision et en fait détruire son business avant qu'elle n'ait pu vraiment le lancer suffisamment. Elle était seule. Donc, a priori, il n'y avait pas le risque dont Max a parlé, mais l'absence de process suffisant et de conscience de process a fait qu'elle n'a pas su adapter la bonne variable à un imprévu, qui n'était pas si imprévisible que ça, parce que qui dit Covid, dit Chine de son côté, dit délai de livraison un peu plus long, et en tout cas, il y avait des choses à faire qu'elle n'a pas pu faire parce qu'elle ne pensait pas en termes de process. Et donc, c'est bête, mais ça a potentiellement détruit son business, où elle a fait, ou en tout cas, ça l'a mis dans une situation où elle doit tout reconstruire la confiance et donc reconstruire le business. Et comme on l'a dit précédemment, une marque se construit parce qu'elle a plein de clients qui restent le plus longtemps possible et qui achètent le plus souvent possible. Perdre des clients, c'est vraiment un deuil qu'on ne souhaite à aucun business. Et les perdre simplement parce qu'on n'avait pas de process, c'est une manière vraiment pas très maligne de le perdre. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous demandent « Oui, mais comment faire? Oui, mais vraiment, Tanti, vraiment, là, moi, je me fais l'avocat des gens, hein, parce que là, vraiment, les gens sont en train de se demander, il y a Grégory là qui nous suit, il nous dit « Mais bon, d'accord, on a compris, d'accord, il faut des problèmes. Mais comment ça fonctionne là-bas ?» Quel est le remède? Le remède, pour assurer la consistance, c'est évidemment les process. Et la réponse est dans le titre. Mais comment faire? Avant de dire comment faire, on va vous expliquer un petit peu. C'est quoi un process? Un process, c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre une entreprise et un artisan, puisque une entreprise, c'est une machine. Tu l'as dit au début, une machine de guerre. Peut-être que tu l'as dit en backstage, je ne sais plus. Mais en tout cas, une entreprise, c'est quoi? C'est une machine qui est faite de toute une série de rouages, comme vous le voyez à l'écran. Et chacun de ces rouages doit s'emboîter correctement au bon moment, dans le bon sens et de la bonne manière. Mais chacun de ces rouages n'a pas nécessairement la même taille, n'a pas nécessairement la même fonction, etc., etc. La seule chose qui importe, c'est qu'ils fonctionnent bien ensemble. Et ce qui fait qu'ils fonctionnent bien ensemble, donc l'huile qui doit se mettre entre eux, c'est justement les process. D'accord? Un artisan,
Et on en revient à l'histoire d'être tout seul. Un artisan, il fait très très bien les choses à son rythme, comme il le sent, il ne modélise pas, etc., etc. Tandis que quand on veut grandir, on sait qu'on va devoir compter sur des tiers. On ne peut pas scaler, donc scaler, ça veut dire grandir, sans faire une de ces trois choses. Quand on veut grandir, on doit soit standardiser, oui, et donc créer des process, oui, soit déléguer à l'intérieur de son entreprise pour qu'il y ait plus de personnes qui le fassent, oui, voire déléguer aux clients. Je ne sais pas si vous êtes familier de ça, mais en Belgique, et peut-être en France aussi, quand on va au supermarché maintenant, il y a une série de caisses sans caissière. Ouais. Parce que Deleuze et consorts a décidé de déléguer le comptage des objets, le pointage des objets aux clients. Il les a vendus comme étant quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, c'est juste pour avoir moins de caissières à payer, gagner plus d'argent avec moins d'employés. Mais ces choses-là n'auraient pas été possibles si Deleuze n'avait pas de process. Et Deleuze a dû se poser la question de savoir qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour qu'un client qui prend son article dans le rayon se retrouve avec son chariot dans son caddie et ensuite dans son coffre. Oui. Qu'est-ce qu'il faut? Une pointeuse. Est-ce que le client peut pointer lui-même? Oui. Quand est-ce qu'il peut pointer lui-même? S'il a une carte qu'il met dans la pointeuse, qu'il prend une pointeuse toute jolie, hein, parce qu'ils en font vraiment des super designs. Comme ça, tu as l'impression d'être privilégié, mais en fait, non. La marque te délègue une partie de son process, tu fais toi-même une partie du process et tu as la même valeur à la fin. Mais rien de tout ça n'aurait été possible s'il n'avait pas procédurisé les choses. Alors, la troisième manière de scaler, et quand je dis scaler, c'est augmenter son chiffre d'affaires sans nécessairement augmenter ses charges. Donc, ça signifie augmenter sa marge bénéficiaire. La troisième manière de scaler, c'est d'utiliser des outils. On est dans 10 000 codeurs. Tout le monde sait pourquoi on utilise l'informatique. Ce n'est pas nécessairement toujours pour remplacer des humains, mais c'est pour aller plus vite, pour faire moins d'erreurs et tout simplement avoir certaines choses moins chères. Et donc, lorsqu'on automatise les choses, on peut faire la même chose, voire même plus, avec moins d'erreurs, parfois plus vite, à n'importe quelle heure, etc., etc. Mais on ne peut rien automatiser si on n'a pas fait de process. Ça n'a pas fait de process. Et donc, pour en revenir à la définition de process, en fait, c'est quoi? Un process, c'est simplement la modélisation des étapes clés pour passer d'un état A à un état B. Et en plus de cela, vous ajoutez des critères pertinents pour choisir ou sélectionner les embranchements, etc., etc. Pour en revenir à ce que Maxime disait tout à l'heure, lorsqu'il disait de passer de une personne à plusieurs, c'est se poser la question de savoir, est-ce que vraiment toute personne face à une situation choisira d'aller à gauche ou choisira d'aller à droite si je ne le lui dis pas? Et avec ça, on a en fait une modélisation qui sort de la tête de la personne qui le fait et qui se retrouve disponible à toute personne qui sait lire ou qui sait comprendre cette modélisation. OK? Est-ce que ça nous a permis de répondre aux questions? Comment… Oui, c'est Grégory qui disait, est-ce qu'il faut uniformiser le processus? Donc, effectivement, on a vu le process. Donc, c'est intéressant ta définition. Hein. C'est modélisation des étapes clés pour aller d'une étape d'un état A à un état B. D'un état A à un état B. Donc, super. Il y a toute une série d'étapes. Et donc, là, tu dis, effectivement, on peut passer par plusieurs façons. Donc, là, c'est intéressant, parce qu'en termes de méthodologie, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons d'améliorer son process, en fait. C'est ça qui est intéressant. Même de le créer. D'abord, il faut le créer, le process. D'abord, il faut créer. Il faut conscientiser le fait qu'il y a un process. La réalité, c'est qu'il y a un process à tout ce qu'on fait. Nous, depuis 3 jours à Kinshasa… Un robot qui contrôle les piments. Donc, il faut… Voilà. Il faut automatiser. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'il va faire, ce robot? La personne qui va programmer le robot, parce qu'il y a toujours un programmeur. Les machines sont l'émanation de leur codeur. Tout à fait. Et donc, la personne qui programme ce
ce robot qui doit contrôler les piments, d'abord, il ne contrôle jamais les piments. Il contrôle soit l'état des piments, soit la maturité du piment, soit, etc., soit le goût du piment en fonction de critères qui sont très concrets, précis, prévisibles et qui ne dépendent pas de quoi que ce soit. Et donc, il y a des critères et il y a des étapes. On donne à ce robot les étapes d'un état A du piment à un état éventuellement B du piment et on lui indique, on lui indique quels sont les critères pour séparer les piments entre ceux qui vont être vendus à tel prix, ceux qui vont être vendus à tel autre prix, ou tout simplement, quels sont les points de contrôle à observer chez chacun des piments. D'accord. Et ça, il faut l'expliquer avec précision. Et donc, on doit modéliser ce qu'un être humain fait lui-même. Et aller même au-delà, puisqu'un être humain ne peut pas observer des nanomètres, tandis qu'un robot, on peut le programmer pour éventuellement observer des nanomètres. D'accord. Et sans process, pas de robot. OK. Pas de robot. OK? Alors maintenant, la grande question, et je vais rendre la parole à Maxime, c'est par quel process commencer dans son entreprise pour vraiment construire une marque? Parce qu'on parle quand même toujours de marque. Tout à fait. Quel est le premier process? Quoi qu'on en dise. Tout à fait. Pour ceux qui nous écoutent là, quel est le premier process? Comment démarrer en fait? Alors, le premier process, c'est celui qui va vous permettre déjà de satisfaire votre premier client et puis votre deuxième client et votre troisième client, etc. Et pour les satisfaire, il faut que vous puissiez garantir à tous ceux qui viennent vers vous et qui vous font confiance en vous payant qu'ils vont obtenir, un, ce que vous avez annoncé, deux, ce que d'autres ont obtenu. Oui. Au minimum. Et donc, le premier process, les premiers process à créer, ce sont ceux qui vont vous aider à optimiser la délivrance de votre valeur. Comment est-ce que vous allez vous assurer, donc pour le cas du restaurant, qu'à chaque fois qu'on sert un foufou avec du fumbois, que ce soit le même foufou et le même fumbois. Ouais. Parce que c'est ça qui va faire que les gens les clients vont revenir. En voyant le menu, en fait. Simplement en voyant le menu. Ils diront, oh, du fumbois, du foufou. J'adore ça. Mais si ça ne correspond pas du tout à ce à quoi ils ont l'habitude ou à ce qu'ils ont eu la dernière fois, ça ne va pas aller. Et donc, la première chose à faire, c'est mettre en place des process pour que ce qui arrive chez le client soit toujours la même chose. Ou en tout cas que le process assure le minimum que vous voulez délivrer. Évidemment, ce minimum peut être très élevé. Hein. On ne dit pas par là qu'il faut commencer petit. Mais une fois que vous avez trouvé la recette pour bien servir votre client, notez cette recette. Ne vous fiez pas au jugé à l'œil ou je ne sais quoi. Non. S'il faut mettre 4 fumbois et 2 grammes de sel, ce sera 4 fumbois et 2 grammes de sel. Est-ce que tu as un exemple de pinchassa? Parce que nous, on a des process internes depuis le Tout à fait. Alors, bon, ça n'a l'air de rien comme ça, mais fabriquer un pins, c'est un ensemble très complexe d'étapes à suivre. Quand on veut bien le faire, avec un niveau de qualité. Quand on veut bien le faire. Hein, c'est pour ça que les pins qu'on peut acheter un peu partout ne sont pas toujours tous les mêmes. Par exemple, vous achetez 100 pins ou 100 cartes de visite. Hein, pour qui a déjà acheté 100 cartes de visite là-bas, bon, c'est pas toujours sans les mains. Exactement. Mais donc, les pins, il faut d'abord créer un visuel qui va tenir dans la taille du pins. Si vous avez un pins de 3 cm de diamètre, mais que vous faites un dessin de 4, ça va déjà coincer. Hein. Donc, il y a déjà tout un aspect là, et on va parler que du technique. On va pas rentrer dans toute la discussion de quel visuel, etc. avec le client. C'est encore un autre aspect. Une fois que vous l'avez fait, il faut le couper correctement. Une fois qu'il est coupé, il faut assembler le tout pour que ce soit dans le bon sens. Si vous devez mettre l'aiguille verticale pour que le visuel soit droit, ça ne va pas. Je te dis.
Ça arrive. Ça arrive. Ah, On le ouais. sait. Non, ça arrive. Un pin, c'est fragile. Ça se Ouais. presse, pour ceux qui l'ignorent, mais si Oui. vous ne le pressez pas assez fort, ça ne tient pas. Si vous le Oui. pressez trop fort, ça s'écrase. Ouais. Et donc, il y a un niveau. Ensuite, ben, vous pouvez avoir laissé une petite tache, Oui. un cheveu, ou toutes sortes d'imperfections qui font que ils ne seront pas tous les mêmes. Et que celui Ouais. qui aura l'œil averti, qui fait attention aux détails, va se dire, mais c'est quoi ça? J'en ai acheté 100, et sur les 100, en fait, il y en a 20 qui a des taches dessus, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, Ouais. on ne va pas pouvoir les porter. Ok. Et donc, là, il faut, dans ce cas-là, établir un process qui va faire en sorte qu'on produise quelque chose qui correspond à ce qu'on veut délivrer, Ouais. mais aussi le contrôle qui va vérifier que le process précédent a bien donné le résultat attendu. Et le Oui. temps. Et le temps, Le temps de production. et le tout dans le temps imparti, hein, parce que bon, c'est joli, mais si vous mettez une semaine à faire 100 pins, vous n'allez Oui. pas bien vivre. Hein. Ça, Ouais, ça ne fera pas les factures. Tout à fait. Donc Ok. ça, c'est le premier type de process, celui qui va vous permettre de délivrer votre valeur à vos clients. Le deuxième, une fois que vous avez des clients contents, Oui. il faut essayer d'en avoir plus. Comment en avoir plus? En passant moins de temps pour servir chacun d'entre eux. Oui. Si votre seule manière d'accueillir vos clients, c'est en les faisant venir chez vous ou dans votre bureau, leur offrir un café et discuter pendant 4 heures, et qu'après vous en avez pour 2 jours pour faire ce dont ils ont besoin, vous servirez maximum de clients par semaine. Ça Ouais. ne va pas. Ouais. Alors, évidemment, il y a le côté chaleureux et discuter Oui, oui. pendant 4 heures avec son client en prenant des notes, c'est bien, ça crée du lien, etc. Mais s'il ne vous paye pas pour ces 4 heures, Oui. alors Ouais. vous allez rapidement avoir un problème. Et donc, les process pour optimiser la gestion des clients, la gestion des clients, c'est déjà la gestion des prospects. Si à chaque fois qu'un prospect vous demande un prix, vous devez réécrire un texte d'une page pour expliquer, alors en fait c'est comme ça, mais si vous en prenez 4, ce sera ce prix-là, et si vous aviez commandé hier, ça aurait été moins cher, et après-demain, ce ne sera sans doute pas la même chose, et qu'à chaque fois vous mettez 1 heure pour écrire votre mail, ça ne va pas. Ouais. Fixez vos conditions de vente, faites un joli texte, et puis c'est ce joli texte-là que vous envoyez à chaque fois. À la rigueur, avec un petit paragraphe personnalisé au début, à la fin ou au milieu, en fonction des différents points abordés. Mais Ouais. il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois. Une fois que vous avez un schéma qui fonctionne avec un client, Ouais. coulez-le dans le bronze, dans le béton, dans tout ce que vous voulez, dans le marbre, mais faites en sorte de pouvoir. Alors, je ne sais pas si on m'entend encore. Tout est, Oui, oui. Tout est noir. Oui? Ok. Oui, oui. Tout est devenu noir chez moi. En fait, en sorte. Donc, faites en sorte de pouvoir le répliquer et de ne pas devoir recommencer les mêmes choses. D'accord. Avoir, par exemple, des fiches produits, ne pas devoir expliquer à chaque fois. Alors, le pins, il existe en 4 tailles. Les petits, les moyens petits, les moyens grands et les grands. Non. Vous faites un petit visuel, une petite image, un petit document qui va… Ah, là, j'ai été déconnecté. Ah. Ah oui. Alors, en fait, on voit que tu es figé. Je peux parler vu que On ce n'est pas l'entend mon toujours. micro. Donc, Ah je oui, vais revenir rapidement. Ok. Mais donc, avoir des fiches produits, avoir Ok. une feuille de tarifs, Oui. ça, vous ne devez pas les recréer à chaque fois, les réécrire. Et donc, ça, c'est ce qui va vous permettre d'accélérer tout le processus avant client. Ensuite, Oui. si vous êtes, par exemple, développeur, si vous êtes développeur et qu'un client vient pour vous demander une application, Oui. il y a toute une série d'informations que vous devez collecter avant de pouvoir travailler.
toutes ces informations, une fois que vous connaissez la liste de ce dont vous avez besoin, faites un formulaire. Si ce formulaire est dans un langage que le client peut comprendre, il le remplira pour vous. Et donc, pour ajouter à ce que tu dis, puisqu'on en parle depuis le début, gérer des clients, c'est gérer leurs attentes. Et la meilleure manière de gérer leurs attentes, c'est de leur dire dès le départ comment le process de leur commande va se dérouler. Pour en revenir à ce que fait Pinchasa, on a une fiche très simple. Chaque fois qu'une personne veut commander des pins et qu'on n'est pas sûr qu'elle sait ou qu'elle se souvient de comment ça se passe chez Pinchasa, Max est de retour, eh bien, il y a une petite image bien sympa de 5 étapes, je pense, ou 7, je ne sais plus. 5 étapes, on leur envoie en 2 secondes. Ils peuvent voir exactement à quoi s'attendre et ils peuvent voir surtout que ce n'est pas à la tête du client. Oui. Ça rassure et c'est en fait une manière de gérer les attentes et d'être donc dans le client's management avant le troisième. Et maintenant, donc le troisième niveau de process. Oui, Tanti, il faut nous dire le troisième, le gros là, le gros engrenage là, il y a quoi dedans? C'est gros. Et c'est vraiment là qu'on veut savoir. Et donc le dernier, et ceux qui nous suivent depuis le début des webinaires l'auront sans doute déjà compris. Douglas, est-ce que tu as une idée? Qu'est-ce qu'on peut maintenant optimiser? Optimiser. Quel est cet aspect qui doit être parfait tout le temps? De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Ah, vraiment, comme c'est tellement gros là, comme c'est tellement gros, depuis tout à l'heure, je pense à comment c'est gros là quand ça va apparaître en rouge profond là. Il faut penser X. Ah oui. Voilà. Expérience. D'accord. Expérience. Les process pour optimiser l'expérience. L'expérience de vos clients, l'expérience de vos utilisateurs, l'expérience de vos employés. Alors, comment est-ce qu'on fait des process? Un bête exemple. Vous avez un WhatsApp business. Oui. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à tout le monde au moment où ils vous écrivent, faites un message automatique. Oui. Et dites-leur, merci de nous avoir contactés. On vous revient dans X. On vous revient avant la fin de la journée, avant la fin de la semaine, avant la fin du mois, en fonction de vos réalités. Mais au moins, ceux qui vous écrivent n'ont pas l'impression que vous n'avez juste pas envie de leur parler. Si vous leur dites on vous revient dans tel délai et que vous pouvez l'assurer, hein, souvenez-vous, la gestion des attentes et tout ça, mais alors ça rassurera. Vos employés, comment est-ce que vous pouvez optimiser leur expérience? En faisant en sorte que chacun reçoive le même accueil, qu'il y ait un processus de recrutement qui est transparent, qui est le même pour tous, qui les met en valeur plutôt que de mettre en valeur l'entreprise ou celui qui interviewe. Hein, parce que si vous voulez attirer des talents, il faut que ces talents aient l'impression qu'ils pourront s'exprimer. Et donc, il faut pouvoir leur offrir aussi une expérience enchanteresse. Est-ce que tu te souviens de l'exemple? Donc, la dernière fois que nous avons recruté sur Kigali, la majorité des candidats qui ont été invités à l'entretien, parce que tout le monde n'a pas été invité à l'entretien, mais ceux qui ont été invités à l'entretien nous ont fait une remarque vraiment très intéressante par rapport au process qu'on avait mis en place pour qu'ils se souviennent du rendez-vous et du lieu de rendez-vous. Tout à fait. Chacun a reçu simplement un rappel. 5 heures avant la réunion. 5 heures avant la réunion, il y a un message automatique qui est parti en leur disant attention, à telle heure, vous avez rendez-vous à tel endroit. Ensuite, pour être sûr que tout le monde trouve cet endroit, tout le monde a reçu le matin la localisation par WhatsApp du bâtiment. Parce que, évidemment, sur le continent, il n'y a pas toujours des numéros et des choses comme ça au bâtiment qui permettent de s'y retrouver facilement. Mais donc, chacun a reçu la localisation dans son WhatsApp avec le PIN juste sur le bâtiment dans lequel il devait rentrer. Et avec toutes les dernières instructions, premier étage, tourner à gauche, troisième porte. Voilà. Tout ça, c'est des petites choses qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui font en sorte que presque tout le monde arrive à l'heure et tout le monde arrive
déjà un peu soulagés parce qu'on leur a retiré plein de petites sources de stress simplement en appliquant un process pour améliorer leur expérience. Alors maintenant que Maxime a tout dit, hein, tu sais que on ne se quitte jamais sans donner des bonus. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais on pourra y répondre peut-être après si on a le temps. Est-ce qu'on donne le bonus d'abord ou on répond d'abord aux questions? Non, il faut donner le bonus. Non, on prend le bonus et puis on va répondre juste après. Là. Bien, je suis sûre que la plupart d'entre vous qui étaient déjà très intéressés a pris des notes, mais pour ceux qui n'ont pas encore pris de bic et de papier, c'est le moment. C'est vraiment le moment, c'est l'instant. Parce que le bonus, c'est quoi? Comment vous-même, hein, on est en mode do it yourself, faire vos process. Quel réflexe vous devez développer dès maintenant pour qu'à un moment donné, vous soyez fiers d'avoir fait avant des process. Parce qu'on ne construit pas tous les process d'une entreprise en une fois, c'est impossible. Et ça ne marche pas. Non. Et quand on essaye de faire ça, toutes les personnes qui ne voulaient pas suivre les process sont là pour dire, ah, tu vois, j'avais dit ça ne marcherait pas. Bon, donc, parce qu'il y en a, il y a toujours des résistances au process. Et donc, on parle d'empathie hein, chez Kinshasa, donc ne jamais oublier que les process, vous les faites pour faciliter la vie des gens. Même si parfois ces gens, c'est vous-même. Oui, parfois c'est vous. D'accord. Oui. Et donc, toujours déterminer l'objectif du process. Nous créons une procédure pour permettre à tel acteur de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise de parvenir plus facilement à tel résultat. Donc, soit plus facilement, soit sans stress, etc. Soit, c'est déterminer l'objectif. Et l'objectif doit être très précis. À qui c'est censé bénéficier, pourquoi et comment c'est censé lui bénéficier. Donc, quelle métrique c'est censé améliorer dans sa vie. Donc, objectif. La deuxième chose, on en a parlé au début, puisque le process, c'est une modélisation. Dès que vous faites une chose, même pour la première fois, sortez de votre corps et observez-vous. Réfléchissez à comment vous avez fait les choses en décortiquant ce que vous avez fait. Je suis passé de l'étape 1 à l'étape 2 en faisant ça parce que j'ai considéré tel endroit, tel élément ou tel autre élément. Donc, soit vous faites une action après l'autre, soit vous faites un choix après l'autre. Ce que l'être humain fait toujours, c'est agir, choisir, sélectionner. Agir, choisir, sélectionner en fonction de critères. D'accord? Donc, évidemment, les codeurs qui sont derrière leurs écrans savent, hein, if this, then that. Une modélisation. Okay? On est une brand tech, hein, on ne fait pas que du branding, on fait de la technologie hein, qui nous aide à faire du branding. Mais c'est vraiment ça. If this, then that. Et chaque étape, lorsqu'on fait une chose même pour la première fois, on doit se l'indiquer, sortir de nous-mêmes, se l'indiquer. Et donc, lorsqu'on fait ce process, la troisième chose, c'est quelle est l'évaluation de ce process que je vais faire. Sur base de quels critères je vais régulièrement évaluer un process. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas non plus les process, c'est qu'ils sont, outre le fait qu'ils sont pensés pour personne, mais qu'en plus, ils ne sont jamais révisés. Oui. Il faut savoir à quelle fréquence et selon quel élément d'évaluation je vais juger si le process fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc, je détermine l'objectif. 2, tu as dit je prends du recul. Je prends du recul par rapport à ce que je fais pour la première fois, une fois que je l'ai fait. Pour observer, c'est ça, pour observer. Exactement. Et 3, j'évalue. L'évaluation. Voilà. Pardon, oui. Et donc, pour être encore un petit peu plus pratique, quand vous faites un process, il doit être le plus simple possible. Le plus simple possible, ça veut dire que une étape égale une action avec un résultat évaluable objectivement. Ok. Alors, si vous mettez plusieurs étapes dans une étape, alors c'est déjà la porte ouverte aux interprétations. D'accord. Une fois qu'il est interprété, il n'y a plus de process. Ça, c'est la mort du process quand une interprétation arrive.
Alors, comment est-ce que vous pouvez rendre un résultat évaluable objectivement en faisant un critère oui, non? Alors, je vais donner un petit exemple sur, vous voulez faire de la prospection et vous demandez à votre stagiaire ou votre nouvel employé, trouve-moi un peu les coordonnées de contact de ces entreprises-là. Oui. Bon. Alors après, vous allez vous retrouver avec, alors Monsieur Luc, lui, on peut lui téléphoner à ce numéro. Madame Angèle, elle, son adresse mail, c'est ça. Mais voilà, mais c'est qui, Madame Angèle? Elle fait quoi? Donc ça, c'est une instruction générale. Ouais. Vous lui dites, pour chaque entreprise là-bas, je veux le nom, le prénom, la fonction, l'email et le WhatsApp. Tout à fait. Vous avez 5 éléments objectivables. Est-ce qu'il y a un nom? Oui. Il y a un prénom? Oui. Il y a un email? Oui. Il y a un WhatsApp? Oui. Il y a une fonction? Oui. Ce n'est pas des coordonnées. Et donc, une procédure, c'est à ce point de détail que ça doit aller. Parce que c'est le garde-fou. Alors évidemment, au bout de 3 ou 5 contacts, il n'aura plus besoin de lire la procédure. Il le saura. Mais par contre, il pourra s'évaluer lui-même. Et si la semaine d'après, il y a tellement de contacts à chercher que vous faites venir un autre stagiaire ou un autre employé, vous pouvez juste lui dire, voilà, ça c'est la procédure de recherche, ça c'est le résultat qu'on attend. Alors, un petit détail, toujours l'empathie, bien entendu, c'est que pour que votre process fonctionne, il faut que les personnes auxquelles il est destiné le trouvent utilisable. Maxime l'a dit, il faut qu'il soit le plus simple possible, mais il ne faut pas non plus que les gens se sentent des idiots quand ils regardent votre process. Donc, la première chose que vous devez faire, une fois que votre process est fait, c'est vérifier ce que quelqu'un d'autre, le plus jeune possible et le moins compétent possible, est capable de faire simplement en ayant la modélisation et sans avoir à vous écouter. En fonction de ce que cette personne aura réussi à faire, alors vous pourrez ajuster soit la modélisation pour la rendre plus accessible à ce niveau de compétence et à cet âge éventuellement, soit ajuster les compétences que vous allez exiger pour le poste ou pour autre chose ou pour la fonction en tout cas dans votre entreprise. C'est la combinaison des deux, donc empathie avant de faire le process, empathie une fois qu'on a fait le process, empathie dans l'évaluation du process, simplicité et précision. Et en principe, vous avez tout ce qu'il vous faut. On vous a mis les trois grands axes de process, donc délivrance de valeur, gestion des clients, délivrance d'expérience. Et une fois que vous avez déterminé ça et décidé comment vous faites votre process, a priori, vous devriez être capable d'avoir une batterie de procédures qui vont vous permettre d'aller 10 fois plus vite et donc de grandir et donc d'avoir donc plus de profit, mais aussi à un moment donné de vous dire ok, on va automatiser telle partie ou bien on va faire en sorte que ce soit le client lui-même qui le fasse. Et encore une fois, comme je l'ai dit au départ, les process permettent le scale et donc permettent le succès. Tout à fait. Alors, je vais rajouter encore 2 ou 3 petites choses. La première chose essentielle, c'est qu'un process, ça s'écrit. Oui. Ça s'écrit. Les écrits restent. Les paroles s'envolent. Ça s'écrit pourquoi? Pour plusieurs choses. D'abord, parce que si vous faites votre process correctement, avec plein de petites étapes, si à la fin du process, vous n'obtenez pas le résultat que vous vouliez, vous pourrez remonter et voir quelle est l'étape qui a provoqué ce résultat qui n'est pas ce que vous attendez. Tout à fait. Et donc, une fois que vous avez un process qui est fait en plein de petites étapes, vous pouvez l'améliorer très facilement. Les 2 premières, ça passe craint. Ça va tout seul. La troisième, là, ça ne va pas. On va redéfinir cette troisième où on va en faire 3 et 3 bis pour être sûr que le résultat, finalement, arrive à ça. Tout à fait. Et donc, première chose, l'écrire pour pouvoir y revenir, pour avoir une version qui a été arrêtée dans le passé et sur laquelle vous pouvez vous pencher à nouveau. L'autre aspect évidemment très important du process écrit, c'est que vous pouvez le transmettre. Alors, on a déjà parlé plusieurs fois
des standards dans les grands hôtels internationaux de luxe. Alors, comment est-ce que dans ces hôtels, que vous soyez à Bangkok, à Rio ou à Washington, vous allez avoir le même service? Mais il n'y a pas de secret. Donc, je ne sais plus si on l'avait mentionné dans les premiers webinaires, mais j'ai commencé ma carrière dans l'hôtellerie internationale de luxe à la réception. Quand je suis arrivé, le premier jour, on m'a montré un fascicule comme ça et on m'a dit ça, c'est la Bible. C'est la Bible de la réception. Ouais. Et dedans, tout était détaillé. Pour telle chose, ouvrir le deuxième tiroir du troisième meuble, prendre les fiches jaunes, les mettre à cet endroit-là, à telle heure, prendre une fiche jaune, écrire ça dessus et la mettre dans le deuxième casier au-dessus des imprimantes. Voilà, c'était à ce point-là. Parce que évidemment, il y a des centaines de papiers. Des papiers et encore des papiers, tous les jours. Et des centaines de gens qui viennent, qui donnent des cartes de crédit, signent des papiers qu'il faut garder, un pour la police, un pour le restaurant, un pour le housekeeping. Voilà. Et donc, quand vous débarquez, et dans l'hôtellerie, il y a une rotation de personnel très importante en général. C'est pas c'est très exigeant, c'est des mauvais horaires, c'est pas très, les salaires sont pas les plus beaux. Et donc, il faut pouvoir assurer ce service malgré cette rotation. Malgré la rotation. Le secret, une Bible. C'est des process. Une Bible, quand vous aurez 10 ans. Bien sûr. Hein, nous, la Bible, on la constitue petit à petit. Ce qui est important à savoir, c'est que le process, on doit l'écrire dès le premier jour. On doit d'abord le modéliser et ensuite l'écrire. Une fois qu'on l'a écrit, on doit le stocker et le storer à un endroit disponible pour tous, ou en tout cas pour les gens concernés, et le rendre très, très clair. Procédure pour faire ceci dans telle circonstance. Point. OK? Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que l'un des bénéfices, justement, que nous, on a constaté, c'est que grâce à notre réflexe de process à l'intérieur de notre entreprise, on a pu modéliser, donc créer des applications pour toute une série de choses. Et surtout, le stress de notre personnel a diminué. Pourquoi? Parce qu'avec leur téléphone, quand ils font des pins, on le fait vide, mais quand ils font des pins, ils prennent leur téléphone, ils cliquent, c'est comme s'ils étaient en train d'écouter de la musique. Sauf que le play, c'est aller à la tâche suivante. C'est commencer la tâche, terminer la tâche, aller à la tâche suivante. Et donc ça, ce n'est possible que parce qu'on a modélisé. En ce moment, ce qu'on fait beaucoup, c'est de la modélisation de processus de vente. Et on s'est rendu compte, et ça faisait partie des critères d'évaluation du process, c'est qu'on a transformé des personnes qui n'étaient pas des spécialistes de la marque en personnes qui sont capables de donner des conseils branding sur des points bien précis. D'accord. Donc, grâce à des process. Issus des process. Et donc, ça, c'est très important, c'est que mettre des process dans une entreprise permet notamment de transformer n'importe quel poney, je n'ai pas dit âne, hein, n'importe quel poney en cheval de course. On est à cette condition-là qu'on va, à mon avis, créer des employés en Afrique, mais aussi ailleurs, hein, l'Afrique n'est pas le seul, des employés qui seront vraiment, vraiment de plus en plus productifs. Alors, ce qui est important, et ce vers quoi on termine. Oui. Alors là, on a dépassé un tout petit peu, parce qu'il y a une question, donc peut-être chuter. Je t'écoute, hein, Laetitia, tu voulais dire un dernier point avant la question. On allait simplement terminer, parce qu'évidemment, beaucoup de gens se posent la question de comment devenir plus efficace, comment gagner plus d'argent, dépenser en moins. Les process en font partie. On est là, allez simplement sur le site, cliquez pour faire un appel de découverte et on verra avec vous dans quelle mesure il y a soit de la standardisation à faire, soit de l'optimisation de procédures existantes, soit de l'automatisation de ce que vous avez déjà avec des outils no-code ou code. Hein, comme ça. Tout à fait. Mais donc, alors, pour les questions. Une question, Achille Félicien. Donc, Achille Félicien, pour info, c'est un jeune qui est entré dans la transformation d'Imicodeur. Voilà, donc il a créé son compte dans notre workplace. Donc, on le suit depuis peu. Et donc là, il pose une question. Est-ce qu'on peut dire que le process permet d'apporter la satisfaction aux clients et d'anticiper, dans une certaine mesure, leurs besoins? Oui.
Donc, on est ici dans Client Management, précisément. Ouais. Donc, chaque fois que vous faites des process, comme le fait de modéliser les choses ne peut pas avoir lieu sans vous être posé des questions et poser la question de l'objectif, si votre objectif, c'est la satisfaction client, vous vous posez la question de savoir quels sont les points sur lesquels, pour l'instant, nos clients sont frustrés. Oui. Quelles sont les choses quelles sont les étapes qu'on pourrait mettre en place pour qu'ils soient moins frustrés? Donc ça, c'est une possibilité. Oui. Ou dans quelle mesure on a observé que la plupart des clients qui sont dans telles circonstances ont tendance à avoir tel type de besoin. Ça, si on modélise, on anticipe. On a remarqué chez Pinchasa la même chose, que certains types de profils de clients avaient certains types de comportements. Parce qu'on modélise absolument tout, à un moment donné, on remarque que, OK, avec tel type de client qui répondra à tel critère, la première étape, ce sera ça. Et donc, oui, ça augmente la satisfaction client, si on le fait correctement, bien entendu, et ça nous permet d'anticiper leurs besoins, donc créer ce qu'on appelle une meilleure expérience client. Une meilleure expérience, super. Excellent. Alors là, ça c'est très bien. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors moi, je suis très content parce que depuis qu'on travaille avec Pinchasa, on a commencé à mettre en place un process. Enfin, on en a quelques-uns. Mais il y en a un qu'on peut annoncer ici aujourd'hui. On est très content de le faire parce que dans notre positionnement d'Imicodeur, on veut pouvoir être inclusif et personnalisé. Et donc, depuis ce mois de juillet, toutes les personnes qui choisissent d'effectuer leur transformation avec Dimicodeur, eh ben, on les appelle systématiquement. Voilà. Donc, toute personne qui choisit effectivement d'être accompagnée, entre guillemets, par Dimicodeur, d'accord, concrètement, qui vont remplir en fait ce formulaire d'inscription, dimicodeur.com, c'est inscription. Dans le cadre de la fameuse transformation, eh ben, en fait, nous, on va les appeler. Alors, on ne dit pas qu'on appelle sous 24 heures ou 48 heures, mais contrairement à ce qu'on avait fait jusqu'à présent, parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés et on ne leur répondait pas. Ou on ne disait pas quand est-ce qu'on leur répondait. Donc, c'est pas bon. Mais depuis ce mois-ci, voilà, et je remercie, on a une équipe justement, grâce à nos sponsors, en particulier à notre sponsor Autodesk, on a pu mettre en place maintenant une équipe qui répond. Donc, je salue en particulier notre équipe qui est basée au Cameroun, d'accord, qui répond systématiquement. Donc, ça, c'est très agréable. Et on s'est rendu compte de l'effet. Parce que depuis qu'on appelle, depuis qu'on répond, et quand on répond, bah, les jeunes voient qu'en fait, on est vraiment là, quoi. C'est pas juste on est là, les webinaires, et puis les grands frères. C'est qu'en fait, on les appelle vraiment, et ils se disent, bah ouais, mais c'est quelque chose. Donc ça, c'est voilà, c'est un petit témoignage qu'on voulait vous donner. C'est dans le cadre de la transformation des jeunes. Expérience utilisateur. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'il y a, non seulement on les appelle, parce que du coup, comme on les appelle, on leur donne aussi de l'info. On leur dit, bah, suivez nos conseils. Voilà. Chaque jeune aujourd'hui, on lui dit, est-ce que tu peux suivre nos conseils? Et on leur donne un lien sur une page maintenant où on donne des conseils. Il y a 10 conseils. Et on lui dit, écoute, suis nos conseils et ça va bien se passer. Et on s'est rendu compte qu'il y a plus de visites sur notre site. On s'est rendu compte qu'il y a plus de personnes qui entrent dans la workplace. Et on s'est rendu compte qu'il y a plus de jeunes maintenant qui nous envoient des fameuses vidéos. Des fameuses vidéos pour aller plus loin, en fait, pour qu'on les accompagne beaucoup plus. Donc, voilà. Donc, je témoigne sur cette histoire cette affaire-là, cette affaire de process. Process, expérience, meilleure expérience, plus de consommation. Dans votre cas, ce sont des jeunes, mais imagine qu'on pourrait dire, mutatis mutandis, que ce seraient des clients. Mieux on traite des prospects ou des clients, plus ils ont tendance à agir comme on l'espère. C'est aussi simple que ça. Super. Empathie, merci. empathie. Empathie. Mettez de l'empathie dans ce que vous faites. Améliorez l'expérience des clients. Améliorez les points de contact avec les clients. Alors, un petit mot de la fin, peut-être 30 secondes, chacun. Un message particulier. Moi, je crois que je l'ai déjà dit. Hein, pas d'empathie,
dans vos process, ils ne serviront à rien. Tout à fait. Et moi, je dirais, faire des process, c'est facile. C'est juste mettre sur papier ce que vous faites dans l'ordre. Donc, n'attendez pas pour commencer. Comme Laetitia l'a dit, les process, vous ne devez pas rédiger tous vos process avant de commencer à travailler. Hein. Vous devez même les faire après avoir commencé votre activité, petit à petit. À chaque fois que vous en faites un, que vous le testez et qu'il est bon, voilà, celui-là est fait. Vous pouvez passer au suivant. Il n'y a plus à faire, Donc, sauf à réévaluer. donc, ce sont des petits pas qu'il faut faire, mais qu'il faut faire dès le début. Plus votre activité sera grande sans process, et Oui. plus ça va être difficile de mettre de l'ordre là-dedans. Ouais, tout à fait. Donc, Exemple voilà. avec le foufou. Donc, merci. Exactement. En tout cas, à nos experts de Pinchasa, merci aussi à vous qui nous suivez de plus en plus nombreux. Merci Karine, merci Achille Félicien, merci Hervé Marie, merci Josué. Donc voilà, on est très contents. De plus en plus, vous nous suivez et vous nous encouragez. Merci de suivre cette dynamique et encourager la jeunesse africaine à suivre sa transformation. Encourager la jeunesse africaine à faire du numérique un vecteur d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes dans un webinaire sur le branding, d'accord? Et vous remarquez, demain, on sera la semaine 3 sur le marketing digital. Nous allons avoir une masterclass avec un alumni d'10 000 codeurs qui va nous présenter Canva, vos premiers pas avec Canva dans le cadre du webinaire Marketing Digital, donc une masterclass. Et après-demain, on va parler, d'accord? Donc, on continue à avancer. Merci en tout cas pour votre écoute. Et merci à la régie, merci à Grégo, merci Roselyne, merci Fatou. On a des process, effectivement, à la régie. On commence à suivre aussi des process à la régie. Donc, c'est pour ça que ça se passe aussi bien. Ça se passe aussi bien. On est très contents. Merci en tout cas, Pinchasa. C'est un grand bénéfice de vous avoir avec nous. Et c'est un grand bénéfice aussi pour que vous nous accompagniez. Attention, les amis. Bientôt, il y a du lourd avec 10 000 codeurs. Pinchasa, ça arrive très, très fort. Vous allez voir. Là. Nous, on va changer. On va améliorer. C'est du lourd. Bonne continuation, encore une vidéo humoristique pour briser les idées reçues. L'informatique, c'est pas qu'un truc de mec. Bye bye. Bye bye, nos amis de Pinchasa. Bye bye, Laetitia. Bye bye, Tanti. Bye bye, tonton. Bye bye, tonton. Ciao. Ah, Corinne. Quand elle passe, tous les types du quartier se retournent. Jeune entrepreneuse, as de la mode, reine du tissu artisanal. Oh oui, elle sent la réussite. Et pourtant, ça n'a pas toujours été aussi simple pour elle. Tu peux pas tout arrêter comme ça, non. C'est pas une bonne idée, ça. Si, j'arrête tout. J'arrête tout. J'arrête mon taf à la banque et je vais créer ma marque de vêtements. Non, mais je vais aller conquérir l'Afrique. Si, je te jure, j'ai plein d'idées. Je vais remettre au goût du jour les tissus africains. Je vais faire des t-shirts, des vestes, des sapes originales. Mais oui, j'en ai marre de faire un job qui me plaît pas. Je vais faire un truc qui me plaît. Tu comprends? Oh, tu vas où? Tu vas où? Je vais poser ma démission et je vais me mettre à créer. Désolée, mais j'ai du travail qui m'attend. C'est ça que j'aime bien chez elle. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. 2 jours plus tard, elle est venue me voir et... Hé, regarde, c'est le futur modèle de ma collection homme. Touche cette qualité, tu trouveras pas ça ailleurs. Waouh! Du coton! Mais c'est révolutionnaire comme matière, ça, dis-moi! C'est pas n'importe quel coton, c'est du coton bio du Mali. Du coton bio du Mali, et t'as fait ça toute seule? Bah ouais, mais t'as encore rien vu, j'ai plein d'idées. Il faut juste que je les vende en boutique. Non, va pas dans les boutiques, crée ton site plutôt, hein, et vends directement tes produits via ton site, parce qu'en boutique, t'auras jamais de place, ça c'est sûr. Mais ouais! Mais c'est trop bien ça! J'y vais! Je parie que dans 3 secondes, elle sera de retour. 3, 2, 1... T'as dit créer un site? Mais je m'y connais pas moi en informatique. Tu sais très bien que c'est un truc de mec. L'informatique, un truc de mec. Sacrée Corinne. Bah, tu viens d'où? C'est mon dernier jour de cours.
Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Ah, tu veux dire que tu vas enfin pouvoir commencer à développer ton projet de vente en ligne? Non, mais ça, je l'ai déjà développé pendant les cours de travaux pratiques encadrés par les formateurs. Tu as en face de toi la créatrice de la première application de gestion de garde-robe personnelle. Oh. Et le site alors? Tu parles d'application, mais le site marchand, t'as oublié? Non mais t'es totalement has-been, mon pauvre ami. Tu devrais t'intéresser un peu plus aux nouvelles technologies. Hein. Tu saurais que le potentiel du téléphone mobile est inégalé en Afrique. C'est moi du peu. Je veux pas lui en vouloir.